Bonjour à tous, bienvenue dans ce condensé de l'actualité qui démarre à l'hémicycle avec l'adoption par les députés de 5 projets de loi, tous présentés par le ministre de la Justice Jean Sanson Cambilé. Parmi ces projets de loi, celui relatif au fonctionnement du pôle pénal économique et financier, également les procédures des contentieux liés au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion. À 14 jours des fêtes de Noël, Abidjan et les autres villes de l'intérieur du pays se sont parés de leurs plus beaux habits. Décors dans les espaces de réjouissance, tout comme les commerces et grandes surfaces. Les parents se lancent déjà à l'assaut des jouets pour leur progéniture dans des décors féeriques, vous allez le voir. Et puis au Soudan, au moins 176 personnes ont été tuées lundi et mardi lors de bombardements imputés à l'armée et aux forces paramilitaires, selon les décomptes de l'AFP, à partir des responsables officiels de la société civile et d'avocats pro-démocratie. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, ces images du vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, qui est arrivé ce mercredi 11 décembre 2024 à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, pour prendre part à la 17e édition de la World Policy Conference, prévue du 13 au 15 décembre 2024. Le vice-président de la République prononcera une allocution au cours de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre le 13 décembre 2024 avant de prendre part aux différentes sessions plénières axées sur la gouvernance économique mondiale. En marge des sessions plénières de la World Policy Conference, le vice-président Tiemoko Melie Kone aura des entretiens bilatéraux avec des personnalités politiques et du monde des affaires. Je le disais à l'instant, prenons la direction de l'hémicycle avec l'adoption par les députés de 5 projets de loi, tous présentés par le ministre de la Justice, Jean Sanson Cambilé. Parmi ces projets de loi, celui relatif au fonctionnement du pôle pénal économique et financier. Éric Ogoré. Des réformes inscrites dans ces 5 projets de loi ont été validées à l'unanimité par les députés après quelques annotations. Le projet de loi qui touche le fonctionnement du pôle pénal économique et financier a enregistré quelques modifications ou encore les procédures des contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion. Sanson Cambilé a également présenté, au nom du président de la République, un projet de loi portant modification de la loi 2018 relative à l'état civil. L'État a mené à mettre en place un organisme public chargé de recevoir l'ensemble des actes de l'état civil, de les numériser et de les tenir en cas de besoin à la disposition de nos concitoyens. Cela va nous permettre de lutter plus efficacement contre les cas de fraude et autres. De sorte que, dorénavant, le citoyen qui se retrouve dans une localité pourra, par un clic, obtenir son acte d'état civil en s'adressant à l'organisme qui sera mis en place. Le projet de loi portant organisation des juridictions a également enregistré des modifications. Les travaux ont fait l'objet de débats. Les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, avec à leur tête l'honorable Aboulaye Ben Meïté, ont travaillé d'arrache-pied sur ces modifications. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance déterminant les règles de procédure relatives aux différentes matières de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire est adopté à l'unanimité. L'adoption par l'Assemblée nationale de ces 5 projets de loi vise à faciliter et à rendre plus fluides les procédures administratives. Eux ne siègent pas toujours à l'Assemblée nationale. Ils peuvent représenter les députés lors des réunions, mais n'occupent aucune fonction. Ils n'ont aucun pouvoir et ne perçoivent aucun émolument. Les députés suppléants de Côte d'Ivoire souhaitent que les choses changent. Anaël de Crisa, Sidonie Davila. Face aux médias ce jeudi, les députés suppléants évoquent les limites de la loi portant sur leurs fonctions. Force est de constater que la fonction de suppléant n'est régie par aucun statut particulier d'élu. La loi de 2004 se résumant donc à l'état électoral. Le député suppléant est inéligible tant que le titulaire candidate dans la même circonscription électorale, ce qui limite son droit politique et annihile quasi éternellement son droit à l'éligibilité, pourtant conféré par la Constitution. Aucune disposition de la loi sur la suppléance ne prévoit des avantages liés à la fonction,
ni même pour le suppléant qui a déjà siégé. Sur le plan social, le député suppléant subit une situation permanente de frustration, voire d'humiliation, après que son image a contribué au succès de la propagande électorale. Les députés suppléants sont des parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale qu'en cas d'incapacité pour le député titulaire d'exercer pour diverses raisons. Entre autres, démission pour cause de cumul de mandats, décès, intégration au gouvernement ou au Conseil constitutionnel. On en vient maintenant à l'édition 2024 de la Saint-Ambroise, fête patronale du corps technique et administratif des armées qui a enregistré la distinction de 205 militaires, gendarmes et personnels civils de la défense. Avec eux, 12 lauréats classés 2e et 3e des 2 dernières éditions du prix national d'excellence. À cette même occasion, 2 autorités de haut rang ont reçu la médaille de la défense échelon or. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Général de corps d'armée Lassina Doumia, général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille de la défense échelon or. Avec ces 2 hauts gradés de l'armée, il faut compter 215 militaires, gendarmes et personnels civils qui reçoivent des médailles dans l'ordre national ainsi que des médailles des armées. Ces décorations interviennent dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Saint-Ambroise. Elles sont perçues comme une invitation à mieux faire. Nous, récipiendaires de ce jour, prenons l'engagement de travailler davantage, de montrer plus d'abnégation et même faire du zèle dans l'accomplissement des missions qui nous seront données. La Côte d'Ivoire, avec des soldats ainsi motivés, s'en trouvera certainement plus forte, plus sereine et sa population vivra dans la paix. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, c'est l'expression de la reconnaissance de la nation à ses valeureux serviteurs. Chers récipiendaires, je félicite pour vos médailles et vos prix d'excellence amplement mérités. Ces distinctions illustrent tous les efforts et sacrifices que vous consentez à la bonne marche de notre outil de défense. Je vous exhorte à demeurer des exemples pour vos camarades et frères d'armes. Marqué par une prise d'armes à la place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux dans la commune du Plateau, cette cérémonie militaire est ponctuée par le traditionnel défilé pédestre, reflet de la cohésion des troupes. Cette fois, en bref et en image, issu de la 21e promotion, 632 nouveaux commandos gendarmes, dont 13 officiers et 4 femmes, viennent de recevoir leur attribut. Cela après 3 mois de formation exigeante. Elle est sanctionnée par un diplôme, une cordelette et un béret rouge. Lors de la cérémonie tenue à l'escadron commando de Koumassi, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a salué le parcours des récipiendaires, désormais davantage prêts à relever les défis sécuritaires les plus complexes au service de la nation. On part pour la capitale politique à présent. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, a présidé à Yamoussoukro le 2e conseil de médiation de l'année 2024. Une rencontre qui a permis de faire le point des activités sur le terrain et surtout d'envisager des stratégies pour une élection présidentielle apaisée en 2025. On voit cela avec Kader Sogodogo. Salle Félix Oufouette-Boigné de l'hôtel président de Yamoussoukro. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour prendre part au 2e conseil de médiation de l'année 2024. Les médiateurs délégués, 20 au total, sont autour de Adama Tounkara, le médiateur de la République. En termes d'activités menées sur le terrain, un bilan est dressé au titre de l'année 2024. Nous avons sillonné un peu la région d'Assa, c'est-à-dire les 4 départements, pour des activités de sensibilisation, afin de consolider la cohésion sociale à travers des activités de sensibilisation et de formation aussi aux chefs du village, en tenant compte aussi du traitement des dossiers que nous avons. Nous avons essayé de régler un certain nombre de conflits, notamment les conflits éleveurs-agriculteurs, les conflits des chefferies,
les conflits même au niveau religieux. Tout en félicitant ses délégués en région, le médiateur de la République met l'accent sur un plan d'action 2025 qui englobe une période électorale où l'amour, la paix et la cohésion auront droit de citer. Mesdames et messieurs les médiateurs délégués, je voudrais vous féliciter pour le travail abattu dans chacune de vos régions pour une meilleure connaissance de l'institution, le médiateur de la République, et une prise en charge efficiente des réclamations des usagers. Je vous réitère ma confiance pour les défis futurs de 2025. Pour 2025, l'institution, le médiateur de la République, passera de 20 à 31 délégués. 11 nouvelles nominations sont donc à venir. À 14 jours des fêtes de Noël, je le disais en titre, Abidjan et les autres villes de l'intérieur du pays se sont parées de leurs plus beaux habits. Décors dans les espaces de réjouissance, tout comme les commerces et grandes surfaces. Les parents se lancent déjà à l'assaut des jouets pour leur progéniture. Ambiance de Noël avec Julien Gogo et Serge Coléa. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands... À peine le mois de décembre entamé que les commerces et grandes surfaces plantent déjà le décor. La magie de Noël s'installe pour le plaisir des yeux. Sapins, guirlandes, jouets, bonhommes de neige et autres artifices colorés se côtoient harmonieusement. Ici, tout a été conçu spécialement pour plonger le visiteur dans un univers féerique. Un parcours sous forme de fresques de Noël, adapté au contexte. On vit un peu l'ambiance de Noël, comme chaque année. Il faut passer, faire les achats, faire plaisir aux enfants. Pour les plus grandes, j'ai pris un jeu de société, Monopoly. Pour le plus petit, il a 6 ans, donc je lui ai pris une voiture. Et puis bon, quelques décos, des guirlandes, voilà, quelques décorations pour la maison, pour sentir l'ambiance de Noël. Pour les moments de photos souvenirs, un espace a été aménagé. Spécialiste de décoration, Laura est une habituée des lieux. Elle a fait ses choix devant une gamme variée de produits de Noël. Nous, on adore la période de Noël, c'est un moment festif, plein de joie. On adore les belles images, le mouvement événementiel qui se fait avec les jeux de lumière. C'est une fois l'an, donc on s'y met aussi. À 2 semaines de la Noël, on peut le dire, les magasins et commerces sont bien achalandés. Le décor et l'ambiance annoncent les couleurs de la fête. Je vous propose de faire maintenant une halte sur ces échanges entre l'agence foncière rurale et les institutions directement impliquées dans la mise en œuvre de la politique foncière ici à Abidjan. Objectif de cette campagne, vulgariser les textes. C'est ce que nous dit Nancine Bakayuko. Les autorités ivoiriennes ambitionnent de certifier 23 millions d'hectares de terres rurales en vue d'accroître la productivité agricole et d'amplifier les efforts en matière de changement climatique. L'opération débutera en janvier et ciblera dans une première phase 20 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise donc à vulgariser le cadre juridique de la sécurisation foncière rurale auprès des institutions. L'ensemble de ces tests permettent de sécuriser les terres rurales afin que la terre nourricière qui donne à manger, qui permet le développement, ne soit pas source de conflits. Entre autres problématiques, le certificat foncier qui permet de sécuriser les investissements et d'instaurer la sécurité de la propriété foncière rurale. On a des démarcheurs qui veulent acheter des terres. On vient d'apprendre qu'il faut avoir un titre d'abord avant de vendre la terre. Beaucoup de nos villageois vendent les terres comme ils veulent. La procédure pour obtenir un certificat foncier rural se fait en 3 phases, à savoir le dépôt de la demande, l'ouverture de l'enquête foncière et son déroulement. Tous les différents acteurs intervenants doivent connaître les tests afin de mettre en application sur le terrain, afin que tout le domaine foncier rural soit rapidement connu et massifié comme c'est prévu dans les différents tests. Le foncier rural demeure au centre des litiges, d'où la sollicitation de l'implication de tous pour une meilleure sécurisation des terres et des investissements, surtout agricoles. La loi du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural est un instrument juridique au moyen duquel les droits coutumiers peuvent être transformés de droits d'usage du sol en droits de propriété
par l'obtention d'un certificat foncier. Autre volet de l'actualité, ce mercredi 11 décembre 2024, la localité de Ziankolokple, dans le département de Korogo, était le théâtre d'un événement majeur. Il s'agit de l'inauguration de la centrale solaire réalisée dans le cadre du plan national d'électrification hors réseau. Elle est offerte par la société chinoise Huawei. Ami Sissoko. Ziankolokple, petit village du département de Korogo, en fait. Désormais, il bénéficie de l'électricité sans dépendre du réseau national grâce à une centrale solaire innovante et un système de stockage d'énergie. Une réalisation qui comble les attentes des populations locales. L'électricité contribue à booster l'économie car elle permet la création de bon nombre d'activités génératrices de revenus. Elle contribue aussi à améliorer les résultats scolaires de nos enfants qui pourront désormais étudier en toute tranquillité à la lumière. Cette centrale solaire entièrement financée par la société chinoise Huawei en partenariat avec l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire comprend 40 panneaux photovoltaïques et un système de stockage d'énergie, entre autres. Avec 17 poteaux électriques, elle alimente actuellement 33 ménages du village. Ce site pilote de Ziankolokple représente bien plus d'une simple installation énergétique. Il traduit la volonté de Huawei d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans son développement durable. La Chine est prête à travailler main dans la main avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir la transformation des énergies nouvelles en Côte d'Ivoire. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a salué cette initiative. Il a rappelé qu'elle constitue la première phase d'un projet ambitieux visant l'installation du système solaire hors réseau dans 100 campements à travers le pays. Là où nous avons près de 9000 localités, à côté vous avez près de 100 000 campements. Et certains des campements ont près de 3000 âmes. Ils ne sont pas connectés au réseau électrique parce qu'ils sont dans des zones inaccessibles. Les rapports qui m'ont été faits jusqu'ici montrent bien que ce projet va au-delà de nos espérances. Dans le cadre de son objectif d'électrification universelle d'ici 2030, la Côte d'Ivoire prévoit d'électrifier 79 000 campements en utilisant des technologies modernes et fiables. Toujours au chapitre développement, on voit maintenant la première édition du Business for Gender Equality, une initiative portée par le comité de concertation État, secteur privé et ses partenaires, dont le Millennium Challenge Corporation, qui vise entre autres à mobiliser un peu plus d'1 milliard de francs CFA pour le financement de projets relatifs à la santé, à la sécurité et à l'égalité dans les écoles en Côte d'Ivoire. Les détails de Dangui Dangui. Sécurité, santé, équité et égalité de genre dans les écoles. Les organisations de la société civile et le comité de concertation État-secteur privé veulent mobiliser un peu plus d'1 milliard de francs CFA en vue de financer des projets à fort impact social. C'est l'enjeu de la première édition de la table ronde dénommée Business for Gender Equality, qui a rassemblé toutes les parties prenantes, notamment le Millennium Challenge Corporation. Business for Gender illustre cette vision de durabilité. Et elle va bien au-delà des approches traditionnelles de financement des initiatives de développement. Elle se base sur un cadre commun de collaboration et d'intérêt entre des entreprises engagées et des organisations de société civile volontaires, mobilisées ensemble comme moteur de continuité et de changement. L'initiative s'articule autour de 4 projets phares, répondant à des problématiques spécifiques d'inclusion et de sécurité en milieu scolaire, à savoir l'absentéisme dû à la précarité menstruelle, l'insécurité des enfants sur les trajets de l'école, l'inadaptation des outils didactiques à la pédagogie des enfants en situation de handicap et les difficultés d'accès des enfants à une alimentation saine et équilibrée. La table ronde Business for Gender Equality bénéficie du soutien des autorités. En témoigne la présence de représentants de bon nombre de membres du gouvernement, notamment du ministre de l'Éducation nationale. Avec la table ronde Business for Gender Equality,
Le comité de concertation État-secteur privé et ses partenaires veulent encourager les entreprises à renforcer leur impact social et à faire de leur responsabilité sociétale un levier pour aller vers un peu plus d'équité et d'égalité de genre dans les écoles. Et sur le continent, l'actualité, c'est le forum Seafood for Africa qui a réuni au Maroc les acteurs de la pêche et de l'aquaculture d'Afrique. Ces assises à l'actif de la FENIP, la Fédération des industries de la pêche du Maroc, viennent renforcer les bases d'une mutualisation des actions et des efforts dans la valorisation et la transformation des ressources halieutiques au niveau africain. C'est ce que nous apprend Victorine Yaoyoboui. En 2022, l'Afrique a produit environ 12,5 millions de tonnes de ressources halieutiques pour une consommation annuelle de 13 millions de tonnes. Pourtant, les pays africains importent chaque année des milliers de tonnes de poissons, faute de conservation et de transformation des captures. Ce manque du froid qui nous coûte cher, nous, Africains, parce que 70% des produits sont rejetés, ils sont perdus. Une chaîne de froid va créer des entreprises qui vont générer des revenus. Malheureusement, dans certains pays subsahariens, le froid est considéré comme un luxe, alors que c'est une nécessité. Pas de chaîne du froid, pas de qualité du produit. Dans ces conditions difficiles pour le commerce intra-africain de décoller, même si des mécanismes comme la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, existent. Le potentiel dont regorge l'Afrique. On vous parle de 1,3 milliard de consommateurs. Nous avons le protocole sur les investissements et pour la première fois, nous avons un protocole pour l'inclusion des femmes et des jeunes dans le commerce. La ZLECAf, c'est une opportunité. Le Seafood for Africa Forum à Darla au Maroc a servi de tribune à tous les acteurs de la pêche pour exposer des stratégies innovantes. 30 experts issus notamment de la transformation, du commerce et de la recherche proposent une feuille de route commune quand il s'agit de développer la pêche et l'aquaculture pour permettre au continent de nourrir les Africains. On achète beaucoup plus que nous vendons au monde. Ce n'est pas normal parce que l'Afrique, vous la voyez un peu, c'est une île poissonneuse. Donc nous devons travailler d'arrache-pied pour produire et traiter les produits de la mer, n'est-ce pas, pour les exporter. La Fédération des industries de la pêche du Maroc, organisatrice du Seafood for Africa Forum, croit en la capacité des pays africains à faire le choix de la valorisation des ressources halieutiques afin de tirer profit véritablement de l'économie bleue. On en vient à la politique. Les cadres du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, étaient face à la presse nationale et internationale lors de la 5e phase des rendez-vous du parti. Plusieurs sujets d'actualité passés au peigne fin. Souleymane Donisangou. Reprise des rendez-vous du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, avec les militants au siège de la rue Le Pic. 5e phase des rencontres du genre. Mamadou Touré plante le décor. Ici, il y a une tendance majoritaire envers un parti politique qui a un ancrage territorial et qui a des actions en faveur donc, des populations. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de consolider notre présence et de continuer donc d'agir pour les populations. Notre victoire est un processus irréversible. À la tribune, le porte-parole principal du parti, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani. Il exprime sa satisfaction suite aux efforts conjugués pour la réussite de l'opération de révision de la liste électorale. Les résultats annoncés par la CEI affichent l'inscription de 943 157 primo-votants sur le fichier électoral. C'est une performance bien proche des standards habituels. Concernant la grève observée dans les secteurs éducation, formation et santé par certains fonctionnaires, Kobina Kwasi Adjoumani salue le civisme de plusieurs d'entre eux qui se sont abstenus et souligne l'importance du dialogue. Sous le président Alassane Ouattara, les fonctionnaires ont obtenu des acquis importants sans faire un seul jour de grève. Heureusement que dans cette affaire, les plus nombreux, la majorité des enseignants refusent de se laisser entraîner dans cette spirale de grève en se disposant au dialogue et à la concertation.
Le RHDP voudrait profiter de cette tribune pour saluer cet esprit civique et responsable. Une présence aussi remarquée dans la salle, celle de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, qui exprime toute sa fierté et appelle à pérenniser ces types de rencontres. Je voudrais, par ma présence ici ce soir et par ce petit message, vous tous ici, vous encourager, vous dire merci et encourager les cadres du parti à venir à ces rendez-vous-là. Les rendez-vous du RHDP. C'est ici que les Ivoiriens auront l'information, la bonne information. Autre présence au cours de ce rendez-vous, des cadres du parti, notamment le ministre Bouaké Fofana et la présidente de l'Union des femmes du RHDP, Arlette Badou Kwame, qui ont apporté leur soutien à l'initiative. Le tour de l'actualité nationale s'achève avec l'inauguration officielle de la grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam en présence d'éminentes personnalités de marque. C'est ce que nous apprend Targa se reconnaît. La grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, avec à sa tête Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Comoué, a fière allure. Normal, cet édifice religieux abrite désormais le siège du COSIM de la région du Sud Comoué. Ce joyau architectural, dont le coût des travaux d'achèvement est estimé à plus de 75 millions de francs CFA, est doté entre autres d'une salle de réunion des imams, des bureaux du président du COSIM local et de son directeur de cabinet. Séduit par les travaux de rénovation, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, a saisi l'opportunité pour inviter l'ensemble des imams de la région du Sud Comoué à demeurer des modèles et des exemples à l'image du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Ça a été l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont contribué à cette œuvre. À leur tête, le président Aka Aolé, mon frère, c'est lui qui a porté les travaux. Et remercier tous ceux qui ont contribué à ses côtés. Nous avons aussi salué les imams. Nous leur avons donné un message de vigilance, un message de paix et un message de vivre ensemble en bonne intelligence. Permettez-moi de me tourner très respectueusement devant le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide suprême des musulmans de Côte d'Ivoire, et dire le bonheur que nous avons de l'avoir pour guide, tant sa vie nous inspire et que son aura confère à la religion une distinction toute particulière. Jean-Louis Moulot, maire de la commune de Grand Bassam, a quant à lui encouragé guides religieux, rois et chefs traditionnels à maintenir la flamme du vivre ensemble pour le bonheur des populations. Ce grand rendez-vous religieux a été rehaussé par la présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, mais aussi d'une forte délégation de l'ambassade de Turquie. Le point culminant de cette rencontre religieuse, la remise des prix d'honneur aux personnalités pour leur contribution au rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, au moins 176 personnes ont été tuées lundi et mardi lors de bombardements imputés à l'armée et aux forces paramilitaires selon un décompte de l'AFP, l'agence France-Presse, à partir de responsables officiels de la société civile et d'avocats pro-démocratie. Nous sommes au Soudan, la guerre qui oppose depuis avril 2023 au Soudan, l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés et nourrit l'une des pires crises humanitaires récentes selon l'Organisation des Nations Unies, ONU. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.